Jean-François, tu as un fils, Félix, qui a aujourd'hui 13 ans, si je me souviens bien. Oui, dans un mois, il aura 13 ans, voilà. Il va avoir 13 ans. Comment est-ce que tu lui expliques ce que c'est le design? Très simplement. Oh ben lui, il est né dedans, donc parce depuis qu'il est petit, il me voit chercher, il me voit chipoter, il me voit assembler différents objets, donc rassembler deux objets pour détourner la fonction. Donc il y a un certain nombre de taquineries ou de teasing que je lui fais depuis qu'il est vraiment bébé. Félix a vraiment grandi avec ça, et puis c'est vrai que quand je suis dans le développement d'un objet, j'aime bien de faire tester. Donc je le mets par hasard sur la table et puis on le prend en main et on ne comprend pas ce que c'est, ou on comprend ce que c'est, ou on l'utilise de travers. Alors c'est que c'est pas encore au point. Et donc la réaction d'un enfant, elle est spontanée, elle est directe, et donc je la considère souvent. Pour moi, elle est juste. Il n'y a pas de on est presque dans l'impulsif, et on est dans une justesse. Je l'utilise bien ou pas. Donc c'est assez direct. Et aujourd'hui, je le fais encore, donc avec lui et avec d'autres personnes. Et donc, lui a déjà cette approche du design, hein, en sachant que c'est se concentrer pour essayer de donner la bonne définition d'une fonction. Donc, quel que soit l'outil, quel que soit le service qu'on veut donner, c'est essayer d'être. C'est une alchimie qui permet en fait d'atteindre un but qu'on s'est fixé. Donc, s'il y a un problème, on doit trouver la solution. S'il n'y a pas encore de problème, mais qu'on peut améliorer les choses, on peut. Mais c'est toujours, si je dois donner une définition, et si, ah non, je reviens à la première question, si Félix devait donner une définition, Et si tu devais quelle serait-elle? Quelle ah, serait Mhm. ou si tu devais l'expliquer à un copain de Félix qui passe à la maison. Ah, c'est la chose que j'ai fait souvent. Ben, Hein. je crois que je lui donnerais ça, je lui donnerais l'idée de la définition, ou l'idée d'une recette de cuisine. Donc on doit rassembler autant d'aliments, d'ingrédients, les doser comme il faut, et puis obtenir un résultat qui doit être équilibré, qui doit être agréable, qui doit être, oui, complet, ni trop lourd ni trop léger, donc avec en plus un peps peut-être d'inattendu, donc, mais d'abord un équilibre. Si le peps peut se mettre en plus, donc que ce soit une épice ou une surprise ou une odeur, donc voilà. Donc je peux faire la métaphore d'une recette de cuisine. Oui. Intéressant, effectivement, comme métaphore. Jean-François, dans l'histoire du design, est-ce qu'il y a un moment en particulier qui, toi, t'a marqué ou que tu retrouves volontiers dans le cadre de ton travail? Alors, il y a plusieurs chapitres pour ça. Le, le premier que je vais sortir, c'est l'invention du rasoir féminin. Ouais, je ne sais pas si on le voit bien ici. Non, Donc, c'est chanter. un petit modèle tout à fait collector fait par Philips. Donc, tout à fait étudié, avec son petit étui, son packaging, tout est là. Et je ne sais pas pourquoi, ça sent la fin des années 50. Et je ne sais pas pourquoi le rasoir, alors que je suis plutôt un berbe, le poil me pose problème, je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, j'en ai collectionné quand même un certain nombre. Voilà, il y a ce petit modèle qui est aussi de Philips, qui pourrait presque, quelques années plus tard, Dieter Rams venait avec d'autres modèles Braun. Mais voilà, ces objets m'ont toujours fasciné. Et voilà, c'est le genre de, quand tu parlais de moodboard, je ne sais pas si on les voit bien, mais c'est le genre de bêtises que je fais. J'ai ici comme une peau, mais hyper poilue, sur laquelle je dépose. Donc, on a presque un geste préhistorique. Donc, cette grosse fourrure qu'on n'a pas, tu vois. Moi, je n'ai pas de poils aujourd'hui. Et ce rasoir-là est en bataille avec cette touffe-là. Et puis, voilà, ça, je te les ai préparés. Donc, c'est pas une collection, mais c'est un genre de fascination, je ne sais pas pourquoi, sur un rasoir de la fin du 19e siècle, sur un rasoir ramené de Tokyo. Et donc, voilà, pour moi, il y a un sens dans l'objet, il y a une beauté dans l'objet. Et quelle que soit la culture, quelle que soit l'époque, ça me touche, ça me parle. Donc voilà, ça c'était à la blague avec la capillarité et mon côté imberbe. Après, historiquement, ça peut me procurer aussi une forte émotion de tomber sur un petit bol en terre cuite qui a 6000 ans et qui a été retrouvé donc, qui remonte à l'Égypte ancienne, et qui est un artefact de me dire, ben oui, il y a 6000 ans, l'homme devait aussi se nourrir, et plutôt que de manger dans le bol que pouvaient constituer ses deux mains,
rapidement, il s'est entouré de matière, il en a fait des outils et on arrive à... Alors ça donne vraiment une forte émotion parce qu'on arrive à une perfection donc d'un objet qui n'a peut-être pas encore d'ornement, qui est juste un contenant et qui en fait fonctionne encore tout à fait aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est historiquement ça peut le faire. Après, le design peut aller plus loin. Si le point historique qui pourrait être, en tout cas dans notre siècle, on pourrait dire que Internet est un tournant colossal. Donc, bien sûr, d'un point de vue sociétal, mais en termes de consommation, en termes de mondialisation, ça a accéléré tout. Donc, c'est vraiment pour moi un critère qui a accéléré les choses. Donc, ça m'intéresse énormément aussi. Après, il y a l'avenir de ce qu'on appelle la physique quantique. Donc, avec toutes ces questions métaphysiques aussi, de se dire maintenant les ordinateurs pourraient devenir donc non plus des bits mais des qubits, donc qui permettent donc de rendre tout ça mais exponentiel. Donc ça me donne des vertiges, comme le cosmos me donne des vertiges. Donc le nano ou le macro, ça me passionne énormément. Donc la recherche, la science me passionne. Et c'est vrai que donc si on reparle de design et d'histoire, on pourrait dire on parle d'humanité en fait, donc que l'intelligence est un genre de chimère qui permet le pire ou le meilleur. Donc on l'a vu avec des découvertes atomiques, donc de théorie de la relativité qui pouvaient donner une source d'énergie, mais aussi des armes. Et donc à chaque fois, on se retrouve avec le progrès, donc la notion de progrès. Maintenant a peut-être été trop loin, donc maintenant il y a ce genre de frein ou d'urgence à diminuer ce progrès, ou en tout cas le cerner d'une autre manière. Après, il y a toute l'approche du design sociétal. Donc, je sais que dans telle décennie, donc tel ou tel chercheur, donc là on est dans l'agroalimentaire, on trouvait tel blé qui ont permis de sauver je ne sais pas combien de familles. Donc là on parle de millions de gens et de crises, de famine ou crise sanitaire qui étaient extrêmement puissant. Et donc, le fait de trouver, donc là, on parle d'un point de vue logistique, donc de trouver des solutions, que ce soit aussi pour un vaccin, là, on est en pleine actualité, ce sont évidemment des préoccupations totales. Là, ça concerne l'humanité entière. Donc là, ça m'impressionne. Donc, tous ces gens qui sont dans ces recherches, nous, on est peut-être sur une recherche pour améliorer l'ergonomie ou le plaisir d'une petite cuillère qui va nous permettre de manger un velouté. Voilà, chacun à son échelle, mais je pense que c'est important et c'est bon aussi d'avoir le recul d'une vue globale. En fait, on est acteur quand même et responsable dans un tout, ça forme un tout. Donc, on ne doit pas s'isoler dans nos démarches propres. Voilà. Voilà. Merci beaucoup Jean-François pour ta vision de l'histoire du design qui nous a fait passer de l'histoire du poil et de la façon de l'éliminer à l'histoire de la mécanique quantique et de la relativité générale. C'était un grand écart. Un grand écart, voilà. C'est ça aussi, c'est vraiment une histoire de grand écart. Merci beaucoup.